Bonjour à tous, bienvenue d'être aussi nombreux pour cette session. Donc, ça sera la première fois de notre vie qu'on va parler devant autant de monde, mais il y a toujours une première fois. Euh, donc, aujourd'hui, on va vous parler des architectures multirégions sur AWS et nous allons voir ensemble comment ce type d'architecture vous aide à améliorer et à renforcer la résilience de vos applications critiques. Je m'appelle Khalil Moaker, je suis architecte solution chez AWS et je suis accompagné par mon collègue Baptiste Hébert, Senior Technical Account Manager chez AWS également. Lors de cette session, on va d'abord commencer par voir ensemble l'impact business de la résilience, comment la résilience de vos applications et quel impact ça peut avoir sur votre business. Nous verrons par la suite un petit rappel de la résilience dans le cloud AWS et comment ce cloud AWS vous aide à améliorer la résilience de vos applications. Nous n'avons pas de clients sur le stage, mais on va vous parler de deux cas clients. Le premier client, dont deux clients de deux industries différentes, et c'est des clients qui ont implémenté des architectures multirégions pour améliorer la résilience de leurs applications critiques. Et nous finirons sur les points clés à retenir. Avant de commencer, je voulais vous partager cette histoire passionnante qui s'appelle Le biais du survivant. Levez la main si vous connaissez cette histoire. Ah oui, Pas mal, pas des mal. spécialistes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, ce que vous voyez sur l'écran, c'est un P-38 Lightning, c'est un bombardier de l'armée américaine qui a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un avion de chasse qui était particulièrement efficace pendant les combats. Néanmoins, il y avait des problèmes de résilience sur cet appareil, donc l'armée américaine avait subi pas mal de pertes pendant les combats à cause des impacts sur l'avion. Donc ils ont décidé de faire appel à une équipe de statisticiens pour pouvoir analyser et pouvoir identifier les zones les plus fragiles de l'appareil pour y ajouter du blindage. Qui dit blindage dit pas mal de compromis, notamment au niveau poids. Rajouter du blindage, ça veut dire rajouter du poids, impacter l'agilité de l'avion pendant les combats et puis aussi la consommation du carburant. Pour pouvoir optimiser cela, ils ont fait appel à cette équipe de statisticiens pour pouvoir identifier les zones d'impact. Donc, ils ont commencé par relever les zones d'impact sur les appareils après les combats et ils ont pu établir ce schéma qui constitue les endroits les plus souvent touchés sur les appareils. Il s'avère que dans cette équipe, il y avait un certain Ibrahim Wald qui faisait partie de cette équipe et qui était super intelligent. Il avait une approche différente. Là où la majorité des statisticiens préconisaient de rajouter du blindage sur les zones où il y a plus d'impact, ou les zones rouges, lui, il est parti du constat que les études qui ont été faites et relevées ont été faites sur les avions qui sont revenus du combat, donc les avions qui ont survécu. Et donc, il avait plutôt préconisé du blindage sur les zones blanches en partant du constat que c'est les avions qui ne sont jamais retournés dans la base, et donc il s'agit forcément des zones les plus fragiles. Et donc, il a préconisé de rajouter le blindage sur le moteur, le cockpit ou le réservoir, par exemple. Alors, je suis certain que vous n'êtes pas venu pour savoir plus sur la résilience des avions, mais c'est très similaire sur vos applications. Moralité de l'histoire, c'est très important de bien identifier les points de faiblesse de vos applications, de vos systèmes. C'est ce qui va vous permettre de bien choisir la stratégie et de bien avoir une stratégie efficace et résiliente. Parlons maintenant de vos applications. Alors, commençons par définir ce que c'est une application résiliente, déjà, parce qu'il y a plusieurs interprétations. Une application résiliente, c'est une application qui est capable de récupérer après des perturbations sur le service ou des perturbations sur l'infrastructure. C'est une application qui est aussi capable de récupérer dynamiquement des ressources supplémentaires pour répondre à la demande et afin d'atténuer les perturbations engendrées par une panne imprévue. C'est un sujet très important pour votre business et cela se traduit principalement sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est évidemment au niveau des revenus et de la finance. Il y a une étude récente de Gartner réalisée en 2023 qui avait évolué la perte en termes de chiffre d'affaires pour les entreprises de Fortune 1000 entre 1,25 et 2,5 milliards de dollars par année. Vous voyez, c'est vraiment un impact très très important. Au-delà de l'impact financier, il y a aussi l'impact sur l'image de votre entreprise. Et ça, c'est une perte inestimable, puisque vous savez bien, le contexte concurrentiel est de plus en plus rude et avoir un tel impact négatif sur votre image va naturellement pousser les consommateurs vers la concurrence.
C'est un sujet important et ça l'est encore plus aujourd'hui parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, le mindset des clients a changé. On est sur des clients qui sont toujours avec ce mindset du toujours connecté, toujours disponible. Et si on ajoute à cela le fait que vous et nos clients aussi, ont toujours de plus en plus tendance à déployer des systèmes distribués plus complexes, de faire du microservice ou de faire des déploiements de plus en plus fréquents, tout cela fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir une application et une architecture la plus résiliente que jamais. Je vais passer la parole à Baptiste pour vous faire un petit rappel sur la résilience sur AWS. Merci. Alors moi aussi, je vais commencer par une petite question pour vous. Est-ce que dans la salle, qui est familier ou qui a déjà consulté le Shared Responsibility Model, modèle de responsabilité partagée? Plus que mon histoire. C'est bien. Ouais, il n'y a pas beaucoup de mains qui se sont levées quand même. Donc, alors c'est ce que je vais euh, décrire dans cette section, c'est exactement, euh, c'est bien illustré dans le modèle de responsabilité partagée, puisque la résilience, c'est une responsabilité partagée entre nous d'un côté AWS et vous d'un autre côté le client. Quand on va parler de responsabilité côté AWS, on va parler de résilience du cloud. Donc quand on parle du cloud, c'est l'infrastructure au sens large, l'infrastructure matérielle, les bâtiments, les régions, les zones de disponibilité, le matériel à l'intérieur des data centers, etc. Quant à vous, chers clients, vous êtes responsabilité de la résilience dans le cloud. C'est-à-dire que vous avez en charge de créer des architectures de charge de travail qui profitent des services que nous vous mettons à disposition pour justement créer de la résilience pour les types de pannes qui pourraient survenir sur vos charges de travail. Et il y a un point également très important tout en bas qui est le quota et les contraintes au niveau des services que vous devez aussi bien avoir en tête. Donc, chez AWS, on a conçu, pour vous aider à construire votre propre résilience, on a conçu les régions AWS pour être résilientes. C'est-à-dire que chaque région va être constituée de plusieurs zones de disponibilité, des AZ, que vous connaissez certainement, et chacune d'entre elles est reliée via plusieurs liens réseau, elles sont redondées électriquement, etc. Ça, vous devez, je pense, le connaître. Et donc, en vous appuyant sur ces zones de disponibilité, vous avez la possibilité de créer des charges de travail qui sont résilientes au sein de la région. Et d'ailleurs, avant même de vous poser la question de est-ce que je dois faire de la résilience multirégion, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que mon architecture est résiliente au sein de ma région? Si ce n'est pas le cas, si votre architecture n'est pas tolérante à une panne dans la région, implémenter de la résilience multirégion vous apportera plus de problèmes que de solutions. Donc c'est vraiment un point essentiel à prendre en compte. Et donc moi, je suis Technical Account Manager. Donc auprès de mes clients qui ont souscrit un contrat de support Enterprise, je suis en quelque sorte leur conseiller technique, pour dire ça vulgairement. Et forcément, les conversations autour de la résilience, c'est un sujet qui revient très souvent. Et donc, quand je discute résilience avec mes clients, généralement, je leur présente les 3 slides que je vais vous présenter. Et la première, c'est celle-ci, une citation de notre vénéré CTO chez Amazon.com, qui explique que tout tombe en panne tout le temps. Et le point là, c'est de dire, les pannes vont se produire. Et elles peuvent se produire n'importe où dans votre infrastructure. Donc le tout, c'est d'identifier les points faibles et de voir comment est-ce que vous voulez les adresser. Et d'ailleurs, c'est pas forcément. On pense très souvent à dire on veut se protéger de la perte d'une région, de la disparition totale d'une région, mais ce n'est pas que ça en fait qu'on cherche à couvrir. Ça peut être aussi le fait que votre application, votre charge de travail ne peut pas tombe en panne dans une région et que vous ayez besoin de la remonter dans une autre région. Donc nous, ce qu'on vous recommande, avant de rentrer dans le vif du sujet, de foncer tête baissée et implémenter de la résilience multirégion, c'est déjà de prendre un pas en arrière et de comprendre votre architecture actuelle.
d'identifier où sont les zones de faiblesse et où est-ce que vous pouvez vous améliorer déjà sur cette architecture et comprendre les services que vous utilisez, l'ensemble des services que vous utilisez. Ensuite, point primordial, c'est définir la définition d'objectifs et de critères de réussite. Vous avez dû entendre parler de critères tels que RPO, RTO, ça c'est des métriques voilà, qu'on cherche à définir. Définir ces objectifs, c'est vraiment clé pour implémenter votre résilience. Ensuite, vous allez devoir aussi vous aligner entre le business et votre département IT, de façon à définir des compromis, puisque implémenter de la résilience, ça va avoir un coût forcément, et ça va impliquer une hausse de la complexité de votre environnement. Donc ça, il faut vraiment que le business et l'IT soient vraiment alignés. Et enfin, posez-vous la question, avant d'implémenter cette complexité, de rajouter une nouvelle région, est-ce que finalement une seule région suffit à couvrir vos critères de réussite? Donc là, vous avez défini, parfait, vous avez défini un compromis entre coût, complexité et bénéfice, et vous allez pouvoir maintenant choisir votre stratégie multi-région. Et donc, quand on parle des différentes stratégies à votre disposition, vous devez en connaître, nécessairement, vous allez reconnaître certaines stratégies, notamment celle qui est, je pense, la plus utilisée, la sauvegarde et restauration, qui consiste à sauvegarder sur une région secondaire et en cas de désastre, restaurer sur une région secondaire. Et en fait, plus on va chercher à réduire le temps d'indisponibilité et la perte de données, et plus on va glisser vers soit des environnements de veille, soit du secours à chaud, où on va vraiment réduire. Dans ces cas-là, on parle de stratégie actif-passif, puisque en fait, à un instant T, en nominal, il n'y aura qu'une seule région qui va servir du trafic, et l'autre région est en stand-by et attend que vous la déclenchiez. Il y a une dernière stratégie tout à droite qui est une stratégie où on va rechercher le minimum possible de temps d'interruption et zéro perte de données, qui va consister à mettre en place une architecture multisite. Et donc aujourd'hui, les deux cas d'usage qu'on a choisi de vous présenter avec Khalil, ce sont les deux les plus à droite, secours à chaud et multisite. Donc justement, on va passer au premier cas client. Donc c'est un client AWS dans le secteur de la fintech qui a implémenté une architecture actif-passif. Pour vous donner un peu plus de contexte sur le client, c'est un client qui est en forte croissance aux US, donc déployé majoritairement aux États-Unis, qui prévoit une expansion à l'échelle mondiale et dont l'infrastructure a été entièrement déployée sur une seule région AWS initialement. Et donc, pour accompagner cette croissance business, la question de la résilience est devenue un sujet très stratégique au sein de cette entreprise, parce qu'ils ont besoin d'avoir ou de garantir une continuité opérationnelle, ils ont besoin d'avoir une stratégie, une meilleure stratégie de reprise après sinistre. Et puis, il ne suffit pas d'avoir cette stratégie, mais il faut aussi pouvoir la tester régulièrement et facilement pour l'adapter et l'améliorer. Et donc, ils ont commencé par travailler sur l'exigence, donc ce que disait Baptiste sur la compréhension du besoin et des exigences, et ils ont établi ces critères du succès, à savoir une perte de données maximale autorisée à 15 minutes. Donc, s'il y a un sinistre, ils autorisent la perte de 15 minutes uniquement, au maximum, et une durée maximale d'interruption de service d'1 heure. Donc, si on projette ces critères de succès sur la carte des stratégies projetées avant, la stratégie la plus adéquate qu'ils ont choisie, c'est la stratégie du secours à chaud, parce que ça permet de déployer une deuxième architecture sur une région secondaire, tout en réduisant au maximum la capacité et les ressources déployées pour pouvoir mieux contrôler les coûts. On va voir ensemble comment ils ont procédé. Donc, ça, c'est leur architecture initiale. Donc, ils utilisent le service Route 53 pour la résolution DNS, qui va rediriger le trafic sur un application load balancer, qui va à son tour répartir la charge sur un ensemble de containers déployés sur le service EKS. Pour la partie base de données, pour la partie données, ils utilisent deux services. Le premier, c'est S3 pour le stockage des données de type objet.
et le service Aurora, Amazon Aurora, pour avoir une base de données relationnelle managée. Donc, comme on a dit, ils ont commencé par répliquer cette architecture sur la région secondaire en réduisant les ressources. Par exemple, ils ont réduit le nombre de réplicas de containers pour réduire les besoins en termes de compute et réduire les coûts. Ensuite arrive la question que tout le monde se pose dès qu'on commence à parler d'architecture multirégion, c'est la réplication de données. Comment ils vont pouvoir gérer la réplication de données tout en respectant les critères de succès qu'ils ont définis. Pour répliquer les données S3, ils ont utilisé la fonctionnalité de réplication entre régions qui est proposée par S3. Donc ça permet d'avoir une réplication automatique et asynchrone des données avec un lag maximal ou une latence maximale de 15 minutes, ce qui correspond pour le coup à leur RPO de 15 minutes. Pour la partie base de données, ils avaient le choix entre deux options. La première, c'est de créer ou d'utiliser, de créer une base de données Aurora globale, ce qui permet de déployer des clusters ou des nœuds dans des régions différentes, ou de simplement déployer un nœud réplica. Donc d'ailleurs, c'est l'option qu'ils ont choisie, un nœud réplica dans la région secondaire et de mettre en place une synchronisation automatique entre les deux régions. Pour le déploiement du code, ils ont une chaîne d'intégration de déploiement continu basée sur AWS Code Pipeline. Et donc, ils ont choisi de déployer leur nouvelle release sur la première région, enfin sur la région primaire d'abord, puis sur la région secondaire. Et ça, c'est un choix qui est très pertinent et qu'on vous recommande aussi. Il ne faut surtout pas déployer vos nouvelles releases sur toutes les régions en même temps. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez un bug sur votre release, vous allez déployer le bug sur toutes les régions et vous avez beau avoir une architecture multi-région, tout ce que vous voulez, vous mettez en péril en fait toute votre stratégie de reprise après sinistre. Ils ont également automatisé toutes les opérations de mise à l'échelle. Comme on a dit, la région secondaire, on est sur des capacités réduites, donc il faut redimensionner la région avant de faire la bascule pour pouvoir réceptionner tout le trafic. Donc, ils ont implémenté ce qu'on appelle des roundbooks qui sont exécutés dans le service System Manager afin de préparer la bascule en cas de sinistre. Arrive maintenant la question de la bascule. Comment ils vont gérer la bascule entre la région primaire et la région secondaire? Pour cela, ils ont utilisé le service Application Recovery Controller, ou ARC, qui est un sous-service de Route 53 et qui permet justement de gérer cette bascule, mais aussi apporte trois bénéfices. Le premier, c'est la capacité de configurer des tests ou des health checks à intervalle d'1 minute qui vont vérifier l'état de la région secondaire. Très important de s'assurer que la région secondaire est prête avant de faire la bascule. Dans ces tests de vérification, il y a par exemple les vérifications des quotas. Vous savez que sur chaque compte, vous avez des quotas et sur les régions aussi. Donc, il faut vérifier que vous avez bien les bons quotas avant de faire la bascule. Il y a également les tests de capacité provisionnée. Est-ce que vous avez mis à l'échelle? Est-ce que vous avez mis les bonnes ressources? Est-ce que vous avez sizé les ressources comme il faut pour recevoir le trafic? Ensuite, le deuxième bénéfice, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le contrôle de routage. C'est de pouvoir mettre à jour, grâce à ce service, votre nom de domaine pour rediriger le trafic sur la région secondaire. Et enfin, un troisième bénéfice aussi, qui est la capacité de créer des contrôles de sécurité afin de sécuriser l'opération de bascule. Donc, un exemple, par exemple, configurer une règle qui vérifie que votre trafic est redirigé sur une région au minimum, pour éviter les cas ou les erreurs où vous allez mal configurer la bascule. Alors moi j'ai une petite question pour toi, Khalil. Yes. Si tu peux revenir à la slide précédente. Comment, du coup, si je perds une des deux régions, qu'est-ce qui me dit que Route 53 ne va pas être impactée également par ce... En effet, donc c'est ce qu'on va voir juste après. La résilience d'Application Recovery Controller. Donc, comme on peut le voir sur le schéma d'avant, c'est le seul composant qui n'est pas répliqué, sur ce schéma en tout cas. Si vous connaissez Route 53, Route 53, comme la majorité des services AWS, est composé de deux parties, ce qu'on appelle le control plane, les data plane. Le control plane, c'est la partie qui va servir à la configuration de votre domaine. C'est grâce au control plane que vous allez pouvoir créer des noms de domaine, les configurer, etc. Et cette partie, elle est déployée sur une seule région, qui est la région de Virginie. Par contre, la data plane
Et c'est la partie où vous allez retrouver les resolvers, justement, qui vont répondre aux requêtes de résolution DNS. Celle-ci, elle est déployée sur 5 régions AWS, ce qui permet de garantir un SLA de 100% et ce qui permet de savoir et de s'assurer que ce service continue à fonctionner même dans les cas les plus extrêmes. On parle par exemple d'une perte de 2 régions à la fois, ce qui est très 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 rare, on va dire. Donc une fois qu'ils ont mis en place cette architecture, ils ont géré le mécanisme de bascule, arrive la dernière question, le dernier besoin qu'ils avaient, c'est comment on va tester tout cela? Parce qu'il faut builder une confiance, il faut créer une confiance dans cette stratégie. Pour cela, ils ont organisé ce qu'on appelle des game days. Les game days, pour ceux qui ne savent pas, c'est des événements qui vont sur une journée dans lesquels ils ont inclus plusieurs de leurs équipes, l'équipe de développement, les équipes opérationnelles, etc., pour pouvoir simuler des pannes et tester leur stratégie avec différents scénarios de panne. Pendant ces game days, ils ont utilisé un service qui s'appelle AWS Fault Injection qui permet de faire ce qu'on appelle du chaos engineering. Introduire des pannes. Chaos engineering, je pense que ça vous parle. Netflix est les champions des chaos engineering, par exemple. Ils font beaucoup de chaos engineering pour simuler les pannes. Lors de ces tests, pendant ces game days, ils ont simulé plusieurs scénarios. Par exemple, EKS qui ne marche plus sur leur région principale ou un cluster Aurora dans la région principale qui ne fonctionne plus. Et ils vérifient à travers ce scénario si leur réplica est bien promu en master pour pouvoir prendre le relais. Pendant ces tests, ils ont découvert des choses, notamment des faiblesses au niveau de l'observabilité. Donc, initialement, leur stack d'observabilité était monorégion. Donc, ils utilisent le service CloudWatch pour monitorer l'état de leur application. Et ils ont une approche, ce qu'on appelle une observabilité différentielle, c'est-à-dire de monitorer leur application depuis plusieurs points de vue. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils utilisent, par exemple, CloudWatch Metrics pour pouvoir mesurer la latence au niveau du serveur qui sert la demande. Ils utilisent Synthetix pour pouvoir simuler des parcours utilisateurs et mesurer la latence côté applicatif, ou RUM pour pouvoir aussi faire des tests côté client. Et donc, pendant ces tests, ils ont simulé le cas d'un fail sur EKS, mais qu'est-ce qui se passe si CloudWatch sur leur région primaire est down? Enfin, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un souci sur le CloudWatch dans la région primaire? Et bien, la réponse, c'est qu'ils ne vont jamais recevoir le signal, et donc ils ne vont jamais pouvoir faire la bascule à temps, comme prévu dans leurs critères de succès. Pour remédier à ça, ils ont rajouté un 4e point de vue. Pour le faire, ils ont adopté ce qu'on appelle l'observabilité multirégion. Tout comme l'application, ils ont aussi répliqué leur stack d'observabilité pour pouvoir monitorer leur application dans la région primaire, de l'intérieur de la région, mais aussi de l'extérieur de la région. Et ainsi, ils sont protégés contre les cas les plus extrêmes et ils sont capables de détecter les pannes sur la région primaire s'il y a une panne sur CloudWatch. Ce que vous voyez ici, c'est leur architecture actuelle, donc avec toutes les actions que nous avons décrites, qui permet d'avoir une stratégie multirégion, garantit la continuité opérationnelle grâce à la bascule et le service ARC pour gérer la bascule et faire des tests sur cette bascule, et puis aussi la possibilité de la tester en continu grâce au Game Day. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce cas client? La première bonne pratique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours commencer par évaluer l'impact business. C'est ce qui va vous permettre d'évaluer votre impact, de définir vos objectifs et de sélectionner la bonne stratégie. Est-ce que vous avez besoin d'un actif passif ou actif-actif, ce qu'on va voir tout à l'heure, etc. Ainsi que les compromis. Si vous vous rappelez de l'exemple de l'avion, rajouter du blindage, ça veut dire rajouter du poids. Là, pareil, rajouter des ressources sur une région secondaire, il va y avoir des compromis qu'on va voir tout à l'heure. Automatiser au maximum. Le fait d'implémenter des scripts pour la mise à l'échelle, pour la promotion de votre nœud ou notre réplica Aurora en master, tout cela, c'est des opérations que vous pouvez automatiser pour réduire le coût ou le surcoût opérationnel. Mais un conseil qu'on vous fait, c'est essayer de garder le contrôle sur la bascule, sur la décision de bascule. Soit vous la faites manuellement, c'est un humain qui déclenche l'opération, ou si vous souhaitez l'automatiser, pensez à utiliser ou à mettre en place les contrôles de sécurité dans ARC pour pouvoir sécuriser au maximum cette opération. Et enfin, tester régulièrement. On ne teste jamais assez, mais
c'est ce qui va vous permettre de voir les faiblesses. Votre architecture va évoluer, donc il faudra toujours la tester pour s'assurer qu'elle répond toujours à votre besoin. On passe au deuxième cas client. Merci. Alors moi, je vais vous parler d'un cas actif-actif de résilience architecture multi-région en actif-actif avec un exemple de fournisseur d'authentification. Donc c'est le genre d'application que vous pouvez avoir sur vos téléphones qui vous fournissent un mot de passe temporaire pour vous connecter, par exemple, à un site internet. Donc c'est un client qui a une forte croissance. Ils ont signé de gros partenariats avec de gros clients. Et donc, ils ont besoin d'augmenter finalement leur taux de disponibilité et pour pouvoir tenir leurs promesses auprès de leurs clients. Aujourd'hui, ils sont présents que dans une seule région et on vous a mis l'architecture un peu simplifiée à droite qui est constituée d'un endpoint API Gateway qui vont appeler soit des fonctions lambda, soit des services sur des conteneurs ECS ou des instances EC2. Et en bas, la couche de données où on va retrouver un mix de tables DynamoDB et de Bucket S3. Donc les besoins d'amélioration pour ce client en forte croissance, je vous le rappelle, c'est dans un premier temps de réduire le temps d'indisponibilité, voire même de le supprimer. Et il y avait un critère aussi très important pour eux, puisque en forte croissance, veut dire des utilisateurs un petit peu à travers le monde, ils avaient pour objectif de garantir la plus faible latence possible selon la localisation géographique de l'utilisateur. Donc, avec le business, ils ont défini ces critères de succès qui sont un taux de disponibilité de 4,9 sur leur API d'authentification, sur leur charge de travail principale, et une réduction globale de la latence pour les utilisateurs de 30%. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont défini entre eux. Si on reprend le schéma du début, on se trouve la stratégie qui répond le mieux à ce besoin va être la stratégie multisite, puisqu'on va chercher à adresser des clients à travers le monde via plusieurs régions. Le premier challenge qu'ils ont eu à faire, à résoudre, c'était comment est-ce qu'on va déployer sur plusieurs régions à la fois et comment on va garantir que les déploiements sont finalement identiques entre les régions. Jusqu'à présent, ils étaient dans un mode startup, ils faisaient beaucoup d'opérations à la main, ils allaient modifier directement les ressources dans la console. Personne ne fait ça. Personne ne le fait, j'espère que vous faites. Ça, c'est pas bien ça. Infra as code, toujours. Et donc, ils ont décidé de basculer en mode infra as code à l'aide de CloudFormation. Et pour pouvoir répliquer leur déploiement sur plusieurs régions, ils ont décidé de partir sur la partie stack-set, sur des templates stack-set, qui permettent justement de répliquer le déploiement sur plusieurs régions, voire même sur plusieurs comptes AWS, de façon à pouvoir le reproduire. Et en bas, très important, plus de changements manuels, ça c'est très important, sinon on perd totalement le bénéfice. Le deuxième challenge important qu'ils ont eu à résoudre, c'est le routage. Comment je vais faire pour router mes utilisateurs sur la région qui leur correspond le mieux. Donc on l'a vu dans les objectifs, le client souhaitait avoir un routage par la latence, que l'utilisateur soit redirigé vers la région vers laquelle il a le moins de latence possible. Et donc pour ça, ils se sont appuyés sur Route 53, encore une fois, pour avoir des enregistrements basés sur la latence qui vont finalement rediriger l'utilisateur vers le endpoint API Gateway qui présente le moins de latence pour lui. De la même façon, ils voulaient aussi être en mesure, comme Khalil l'a mentionné juste avant, de pouvoir faire des tests de temps en temps. Donc, ils ont aussi déployé Application Recovery Controller de façon à pouvoir isoler une région ou une autre pour pouvoir faire des tests. Ensuite, un des challenges les plus difficiles à résoudre, on va dire, c'est les écritures sur la couche de données en mode multi-région. Parce qu'en fait, là, à ce moment-là, on va écrire, vu qu'on a nos deux régions qui sont actives au même moment,
on va écrire de la donnée sur les tables DynamoDB et sur les buckets S3 qu'on va voir juste après. Et donc, il va falloir réconcilier tout ça. Donc pour ça, ils avaient le choix, soit de partir sur une réplication synchrone, soit une réplication asynchrone, quand on parle de DynamoDB Global Tables. Et donc, le point avec une réplication synchrone, c'est qu'on va attendre, finalement, avant de rendre la main à la couche qui a appelé, qui a envoyé l'enregistrement, on va attendre que l'enregistrement soit acquitté par les deux régions. Et donc, automatiquement, on va rajouter le temps d'enregistrement sur la première région, le temps d'enregistrement sur la deuxième région et le temps de latence entre les deux régions. Et comme je l'ai mentionné au départ, un de leurs critères, c'était de réduire la latence pour l'utilisateur. Donc, ce n'était pas finalement viable pour eux, cette stratégie. Donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi de partir sur une réplication asynchrone qui, là aussi, va permettre de réconcilier, en fait, de dupliquer les données sur les deux régions avec quelques secondes de latence entre les deux régions. Néanmoins, ils avaient quand même un challenge supplémentaire parce qu'ils sont un peu joueurs. Ils avaient besoin, pour certaines tâches d'administration, de quand même écrire sur les deux régions à la fois. Et quand je parle de tâches d'administration, fournisseur d'authentification, par exemple, la révocation d'un token, tout simplement. Ou la révocation des droits d'un utilisateur qui serait plus un employé, par exemple, d'un client. Donc pour ça, ils voulaient vraiment s'assurer que les données soient écrites des deux côtés, sur les deux régions. Et donc, ils ont développé un SDK qui va prendre finalement l'enregistrement de DynamoDB, et va l'envoyer sur les deux régions, tout en ayant une tolérance à la panne, etc., si jamais une région n'est pas là. Et donc, en fait, les enregistrements vont être enregistrés sur les deux régions. Et finalement, le mécanisme de réplication asynchrone Global Tables va permettre de réconcilier les enregistrements sur les deux tables. Alors ça, c'est à condition de faire des enregistrements dits idempotents pour pouvoir justement, pour que ça puisse se faire. Un point très important, c'est la surveillance. Et ça, on le dira jamais assez. Il faut surveiller la latence de réplication. Donc vous avez deux métriques principales quand on parle de Global Table, c'est la Replication Latency et le Pending Replication Count, qui vont vous permettre finalement de monitorer s'il y a une congestion au niveau de la réplication et d'être alerté si jamais il y a un problème pour que vous puissiez réagir. Pour la partie S3, c'est un peu plus simple. Il y a une fonctionnalité built-in dans S3 qui est la réplication bidirectionnelle, qui est une réplication asynchrone entre les régions et donc qui va permettre de réconcilier les objets S3 sur les buckets des deux régions. Donc là, le point à prendre en compte, ça va être principalement la latence entre les deux régions, donc la distance finalement qui se trouve entre vos deux régions pour connaître le temps de réplication et finalement aussi la taille des objets que vous allez envoyer. Donc pour ça, vous avez de la même façon des métriques que vous allez pouvoir surveiller qui vont vous permettre de voir justement s'il y a un problème de congestion au niveau de la réplication de vos buckets S3. Point également très important et qu'on a un peu tendance à oublier quand on fait des architectures multi-régions, c'est l'indépendance entre les régions. Parce que finalement, si vous implémentez une architecture multi-région et que vous avez un incident sur une région, sur la première région par exemple, qui va impacter également la région 2, vous perdez tout le bénéfice d'avoir implémenté une architecture multi-région. Donc, assurez-vous que les régions sont correctement isolées et testez-le, ça on le redira jamais assez. Application Recovery Controller est là pour ça. Testez à intervalles réguliers pour vérifier qu'il n'y a pas de dépendance d'une région sur une autre. Suivi de la cohérence, là, le but va être, avec Application Recovery Controller, et Khalil en a parlé très rapidement tout à l'heure, de surveiller que votre application est en mesure de basculer à tout moment. Et donc, ce que va faire Application Recovery Controller, c'est qu'il va effectuer des contrôles, par exemple sur vos versions lambda, sur les quotas, sur les différentes régions,
sur les versions des différents composants qui sont déployés dans votre architecture, de façon à vous alerter si jamais il y a une différence entre les deux régions, et donc de pouvoir prendre les actions adéquates. Donc si on résume, et vous remarquerez que j'ai pas détaillé dans l'intérêt du temps qui nous est imparti aujourd'hui, j'ai pas détaillé toutes les couches, on s'est surtout intéressé à la couche de données et au routage. Mais pour vous résumer un petit peu comment est-ce qu'ils ont procédé et quelle est leur architecture cible, donc vous pouvez le voir, ils ont une architecture qui est rigoureusement identique entre les deux régions, et pour faire le routage, ils s'appuient sur Route 53. Donc pour résumer les bonnes pratiques, la première bonne pratique qu'on ne saura jamais vous recommander assez, c'est l'adoption de l'infrastructure as code. Le deuxième point, c'est la synchronisation des données en utilisant la stratégie adaptée à votre cas d'usage. On l'a vu, parfois il y a de la réplication synchrone ou asynchrone. Selon ce que vous cherchez à couvrir et selon vos besoins, vous allez choisir telle ou telle stratégie. Et enfin, point essentiel pour garder le bénéfice d'une architecture multirégion en cas de désastre, c'est d'assurer l'indépendance entre les régions, en testant, bien évidemment. Merci Baptiste. On arrive à la dernière partie de la présentation. Je vous ai parlé tout à l'heure de compromis. Quand vous allez mettre en place une architecture multirégion, vous allez devoir aussi faire des compromis. Le premier, c'est au niveau de la complexité. En déployant sur 2 régions, vous allez avoir une complexité accrue au niveau de la gestion de vos ressources, la création de vos ressources. Ça, c'est des choses que vous devez prendre en compte. Vous allez avoir un surcoût opérationnel. Donc, votre chaîne d'intégration continue, vous allez devoir la modifier pour l'avoir une chaîne un peu plus complexe, un peu plus sophistiquée pour gérer les déploiements sur multirégions, ou vous allez aussi devoir, par exemple, créer des scripts pour automatiser les opérations au maximum. Et c'est ce qui va vous permettre justement de réduire ce coût. Et enfin, il y a un surcoût infra. Vous allez déployer les ressources 2 fois, même si ce surcoût dépend fortement de la stratégie que vous allez adopter. Donc, dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure, si vous êtes sur actif-actif, c'est le scénario où vous allez avoir un surcoût infra plus important. Sur le actif-passif ou passif-actif, là, le coût est un peu plus réduit, lié au fait que vous allez minimiser ou réduire la capacité au maximum. Pour faire du multirégion, vous allez devoir choisir votre région aussi. Donc, il y a l'aspect conformité. Certains clients ont des critères de conformité sur le lieu de stockage des données du client. Mais il y a aussi 3 critères importants à prendre en compte. Le premier, c'est la latence. Ne choisissez pas une région secondaire aux US si vous savez que vos clients sont majoritairement en Europe. Certes, vous allez pouvoir faire une reprise après sinistre, mais vous allez introduire de la latence. Le coût également. Comme vous le savez, les coûts des services AWS n'est pas le même dans toutes les régions. Ça varie légèrement entre les régions, donc c'est un facteur à prendre en compte aussi. Et enfin, la disponibilité des services. Les services sont déployés, notamment les nouveaux services sont déployés de manière progressive dans les régions AWS. Donc, pensez à vérifier que vous avez l'ensemble des services dont vous avez besoin sur votre région secondaire aussi. Donc, si vous devez oublier tout ce qu'on a dit jusque-là et retenir 4 points, le premier serait identifier les dépendances. Ça, c'est très important, les dépendances entre vos régions, les dépendances avec vos outils tiers ou vos partenaires. C'est très important pour pouvoir mettre en place la bonne stratégie. La réplication de données, c'est aussi un sujet assez complexe. On a différents use cases, différents scénarios. Donc, c'est un sujet à prendre aussi au sérieux. Et choisir la bonne stratégie de réplication de données, c'est la clé pour avoir une stratégie efficace. Suivez les bonnes pratiques que nous avons citées sur l'observabilité, multirégion, monitorer de l'extérieur votre application, le déploiement du code en une région à la fois, les tests récurrents, etc. Ne sous-estimez pas le coût opérationnel. Certains clients ont tendance à sous-estimer ce coût, mais c'est quelque chose que vous pouvez réduire grâce à l'automatisation. Donc, plus vous automatisez, plus ce coût sera moins important.
Et enfin, appuyez-vous sur votre équipe de compte AWS, si vous avez un SA. Voilà, il est là pour vous aider, un TAM, il est là aussi pour vous aider. Sur nos partenaires AWS aussi, pour vous accompagner dans l'implémentation de cette stratégie. On est là pour vous aider dans votre stratégie, la mise en place de votre stratégie de reprise après sinistre. Utilisez aussi les services AWS. Donc, on a un large panel de services AWS pour vous aider dans l'implémentation de cette stratégie. Donc, vous connaissez peut-être AWS Resiliency Hub. C'est un service qui vous permet d'analyser les composants de votre architecture et va vous dire ici, votre faiblesse est celui-là. En fait, c'est ce qui va vous permettre d'identifier les points de faiblesse. Fault injection, j'en ai parlé, c'est pour faire du chaos engineering, faire du test. Elastic Disaster Recovery, Route 53 et Recovery, tout ça, c'est des services que vous pouvez utiliser pour accélérer l'implémentation de votre stratégie. Vous connaissez le Well Architect Framework. Nous avons aussi récemment publié un framework dédié à la résilience. Il s'appelle Resiliency Lifecycle Framework. Et donc, c'est un framework que vous pouvez exécuter ou suivre vous-même en totale autonomie ou en s'appuyant sur votre équipe de compte également, qui va vous permettre de proposer des stratégies pour améliorer votre résilience et un certain nombre d'actions. Donc, c'est un cycle en boucle, en fait, pour pouvoir toujours évaluer votre posture de résilience et mettre en place la stratégie adéquate. Et c'est très important. Le point ici, c'est de dire aussi que le travail d'implémenter de la résilience sur vos charges de travail, c'est un travail qui est continu. Vous devez sans cesse réévaluer au fur et à mesure où votre architecture évolue. Vous allez introduire de nouveaux services. Il va falloir que vous réévaluez votre posture face à la résilience et donc implémenter des nouvelles choses. Donc c'est vraiment un cycle qu'il faut que vous mettiez en place dans votre façon de travailler, et donc ça change sans arrêt. Et surtout, apprendre aussi, quand il y a des événements qui se produisent, ou quand vous faites des tests, apprendre et en tirer des leçons. En fait, votre architecture évolue. Vous utilisez de nouveaux services, vous rajoutez des choses. Plus elles évoluent, plus vous avez besoin de tester pour vérifier la pertinence et l'efficacité de votre stratégie. Et enfin, pour commencer, si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous avez l'intention de déployer une architecture multirégion, on vous recommande d'aller consulter ce white paper. Donc, c'est un white paper que nous avons publié qui contient les fondations en fait, pour pouvoir implémenter une architecture multirégion sur AWS et qui va vous aider justement à comprendre vos exigences, vos données et comment gérer les dépendances sur votre architecture. Pour aller loin aussi, vous pouvez consulter Skill Builder. Vous le connaissez peut-être, c'est notre plateforme de formation. Vous pouvez trouver des milliers de formations. Il y en a des formations gratuites, d'autres payantes. Mais vous avez du matériel aussi pour vous former et pouvoir sur vous la aider. résilience spécifiquement. Exactement. On arrive à la fin de cette session. N'hésitez pas, je vais prendre les questions juste après. N'hésitez pas à flasher ce QR code. C'est un petit survey, ça prendra 10 secondes. Je crois que vous l'avez aussi à la sortie de la salle, si jamais. Voilà, mais c'est très important pour nous pour avoir vos feedbacks. Feedback is a gift, comme on dit chez AWS. Merci beaucoup. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci à tous. Merci de nous avoir procuré ces sensations. Merci beaucoup.